Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Nos invités d'aujourd'hui ont tous été victimes d'un accident qui les a conduits aux frontières de l'au-delà. Comme environ 200 000 personnes en France chaque année, ils ont été plongés dans un long coma et certains d'entre eux ont aussi vécu une expérience de mort imminente. Ils vont tous nous raconter cet étrange état entre la vie et la mort ainsi que les conséquences de ce profond sommeil sur leur vie d'aujourd'hui. Après un long coma, ils se sont réveillés. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et juste après ces témoignages étonnants, l'histoire continue accueillera aujourd'hui Marilyn et Michel, ainsi qu'Alison et Maureen. Ils vont nous expliquer ce qui a changé dans leur vie depuis leur premier passage dans notre émission. Mais d'abord, découvrons les histoires de nos invités du jour avec notre première partie, Voyage entre la vie et la mort. Betty, bonjour. Betty, dans quelles circonstances précises êtes-vous tombée dans le coma ? Je devais aller chercher j'avais 15 ans, on est en Guadeloupe, je devais partir chercher un colis à la poste et puis j'étais renversée sur la voie publique par une voiture. Quels souvenirs gardez-vous des minutes qui ont suivi l'accident ? Tout de suite, j'ai été plongée dans le coma, mais j'étais au-dessus de mon corps. J'étais projetée au-dessus de mon corps et je ne comprenais pas. Je voyais mon corps comme une enveloppe, comme une petite poupée qui était là, complètement désarticulée. J'étais au-dessus et puis je voyais les gens commencer à s'amasser tout autour de mon corps. Puis un pompier est arrivé, j'ai entendu qu'il disait, puis je flottais tout autour. Je ne comprenais pas en fait. J'étais là, je regardais et il me dit « on est en train de la perdre ». Et j'ai fait un arrêt cardiaque et il a fait une pression pour un massage cardiaque. Et après ça, trou noir. À votre avis, quelles étaient vos chances de survie à ce moment-là ? Ah, très peu, puisque à ce moment précis, j'étais en mort clinique. Donc, et après ça... donc après, vous dites trou noir, donc vous ne savez pas comment les choses se sont enchaînées ? Non, je me suis vue simplement à l'hôpital, sur un brancard. Alors, j'ai été conduite, évidemment, en urgence. Ouais. Et, donc là, vous avez cette vision du brancard ? Non, oui, du brancard, oui. Quand je suis sur le brancard, recouverte d'un drap, et je n'avais pas de perf. J'étais... Donc là, vous avez eu un moment de conscience ? Ah oui. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vécu la NDE. C'est là qu'a commencé la mort imminente. À ce moment-là, j'ai commencé à flotter au-dessus du corps. Encore ? Vous êtes ressortie de votre corps ? Et il y avait une porte de lumière. J'ai franchi la première porte de lumière, un long tunnel. Il y avait une deuxième porte de lumière blanche. Et il y en a plusieurs. Oui. Vous avez comme vu un pont. Vous avez vu des gens sur le côté que vous connaissiez, qui vous attendaient Je rentrais à la maison. Ah bon ? Comment ça, vous rentriez à la maison ? Je savais où j'allais. C'est comme si je me retrouvais complètement. Je me suis retrouvée complètement. Alors, une première porte, une deuxième porte, il y en a eu plusieurs comme ça ? Non, c'est les deux, comme un tunnel. Première porte, au bout du tunnel, la deuxième porte. Et puis là, je me disais, ça y est, c'est gagné. Et puis là, j'ai vu une sphère de lumière, comme une sphère de lumière, mais remplie d'entités, de petites boules de lumière. Puis je voulais y aller. Comme ça, quoi, en gros. Voilà, et je voulais pénétrer. Je savais que si j'allais là, c'était fini. Je ne revenais plus dans mon petit corps de Betty. Et là, ça fait comme un papillon, vous savez, qui tape à une vitre. Clac. Impossible. Ils étaient tous derrière, et puis moi, j'étais là. Je tapais, et puis j'ai entendu, non, Betty. Alors là, j'ai dit, c'est mauvais signe, là. Betty, faut redescendre. Vous avez entendu ça ? Non, Betty, tu as une tâche à accomplir, et seulement après, tu pourras revenir parmi nous. Alors, à ce moment-là, donc vous êtes revenu dans votre corps, j'imagine Non, à ce moment-là, c'est très important. Je me suis sentie aspirée. Ouais. Alors que moi, si j'avais eu des mains, je me serais agrippée, je ne sais pas à quoi, mais agrippée. Et là, je ne pouvais pas. J'étais aspirée, puis j'ai réintégré mon corps. C'était désagréable. Ah ouais ? Parce qu'il en était où, votre corps, à ce moment-là ? Toujours dans le coma. Vous étiez en train de subir une intervention délicate ? Voilà, c'est-à-dire que ma mère a refusé la trépanation parce qu'en 1975, en Guadeloupe, elle n'avait pas confiance du tout.
On venait d'arriver, donc elle n'avait pas confiance du tout. Elle a refusé la trépanation. Et donc, elle a accepté, donc, comme je ne sortais pas et que j'avais beaucoup de liquide, j'avais le liquide céphalorachidien qui était partiellement écoulé, j'étais hémiplégique de tout le côté gauche, ils lui ont dit il faut faire quelque chose, sinon elle n'en sortira jamais. Et donc, elle a accepté la ponction, donc ouverture ici, et la ponction pour retirer le maximum de liquide. Mais ils n'ont pas pu, justement, retirer tout le liquide, donc ce qui fait que je suis restée encore pendant des semaines dans le coma. Et après ça, je suis passée dans un coma végétatif. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure comment vous êtes sortie du coma, tous ces mois, ce que vous avez entendu ou pas, comment fonctionnait votre cerveau à ce moment-là. Mais apparemment, vous gardez une impression, un souvenir très précis de cette expérience de mort imminente. C'est même pas, je l'explique pas comme un souvenir, mais comme quelque chose que je vis. Que je vis au quotidien. On vit tous au quotidien. C'est pas un souvenir. Ce qu'on dit, on l'est. C'est comme si c'est une autre dimension. Je sais pas comment. Oui, c'est-à-dire ça. C'est comme dédoublé. J'ai l'impression d'être dédoublée. Là, je vis. On le sent, je suis entière. Et c'est comme si j'étais. Ouais. Mais bon, en gros, vous me direz ce que ça laisse, tout ça, parce qu'évidemment, c'est la perception d'un au-delà, de quelque chose d'autre, de quelque chose de lumineux. Est-ce que ça vous a donné des séquelles peut-être de clairvoyance, de prémonition, ça vous a peut-être amené dans d'autres. Vous vous marrez parce que c'est un peu ça. Oui, ça rend hyper sensible à tout. Donc vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va saluer Benoît Papon. Docteur Papon, vous êtes médecin urgentiste dans un grand hôpital parisien. Vous allez me dire comment vous réagissez à ce témoignage. Moi, je connais bien tous ces symptômes. J'ai lu plein de livres là-dessus. C'est des descriptions qui se ressemblent. C'est toujours la même description. D'abord, donnez-nous la définition exacte du coma. En fait, la définition du coma, c'est une définition essentiellement clinique, puisque maintenant qu'on a des appareils de plus en plus perfectionnés, on découvre de plus en plus de choses. En pratique, c'est quelqu'un qui va perdre connaissance et qui va être en rupture complète de relation avec son environnement, même en dépit des différents stimuli qu'on applique. C'est-à-dire que si on les appelle, ils ne réagissent pas à l'appel de leur nom. Si on les touche, si on les pince, il n'y a plus de communication possible. Et ce coma peut être plus ou moins profond. Il y a des gens, je suppose qu'on dort tous, mais il suffit que quelqu'un allume la lumière dans la chambre et pof, en 30 secondes, on reprend connaissance et on sait ce qui se passe autour de nous. On est orienté. Quand les personnes sont dans le coma, elles sont désorientées, elles ne communiquent plus avec l'extérieur. Voilà. Maintenant, plus les techniques avancent, plus on découvre que des gens qui sont dans des seuils de coma très profonds, finalement, réagissent plus ou moins aux stimulations. C'est d'ailleurs tout le travail que font Lionel Nakache, Alain Pitié-Salpêtrière, Laurent Cohen, Pubasset, le professeur Pubasset. C'est eux qui ont élaboré un outil qui permet d'évaluer les chances de sortie du coma. Voilà, tout à fait. Ça, c'est le travail de l'équipe du professeur Pubasset qui, en fait, réalise une imagerie particulière, qui est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, et à partir d'un logiciel d'analyse des images, ils essayent de déterminer les possibilités et disons, de déterminer un pronostic de sortie du coma en fonction du type de lésion. Et ça, c'est quelque chose qui va être très utile. On peut dire qu'il y a au moins facile entre 7 à 8 000 personnes qui pourraient en bénéficier. Pour ça, il faudrait centraliser toutes ces images, les télétransmettre. En fait, ils évaluent les statistiques en fonction de la comparaison des images. Voilà, c'est-à-dire qu'en faisant des images extrêmement précises du cerveau et en les faisant en différentes périodes, ils voient quelles sont les possibilités de récupération et donc de pouvoir donner des informations plus précises aux familles. C'est ça. Alors, on va revenir sur ce témoignage. Cette sortie du corps, on entend ça souvent. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut déjà reconnaître et dire merci à Raymond Moody, qui est ce psychologue américain qui, dans les années 70-75, avait fait une analyse très scientifique des choses, puisque, en fait, on analyse des témoignages. Et le témoignage, c'est quelque chose de particulièrement
particulièrement labiles, chacun décrit les choses de façon très différente, et tous là, nous allons quitter le plateau, et nous n'aurons pas le même témoignage de ce que nous avons vécu. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est interviewer des gens et leur demander de raconter, et il s'est aperçu qu'il arrivait à décrire un certain nombre de paliers et de séquences qu'on a effectivement vulgarisées auprès du public. Et il faut reconnaître aussi que plus les techniques de réanimation sont avancées, plus les gens ont tendance à conserver un certain souvenir de ce qu'ils ont vécu. Et effectivement, ce que Bekti nous a décrit est assez proche de la description assez typique de ces expériences de mort imminente qui, a priori, de ce que j'ai lu et ce que vous avez peut-être tous lu, ne nécessitent même pas de frôler la mort. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui, a priori, ont vécu ce type d'expérience sans même avoir été en danger. Donc, manifestement, elle a traversé et vécu quelque chose qui est probablement une autre dimension, une autre réalité, qu'il est difficile d'appréhender sur le plan scientifique, puisqu'on est des béotiens face à ça. Il y a pas mal de scientifiques qui s'opposent à ces théories-là, mais j'avais lu un livre d'un anesthésiste. Oui, Charbonnier, absolument, Charbonnier, qui a fait un gros travail. En fait, les anesthésistes, les urgentistes, les réanimateurs, tous ces gens qui prennent en charge, vous verrez rarement un rhumatologue s'intéresser à ce genre de phénomène, parce que c'est rare que dans le rhumatisme, on ait ce type d'expérience. En revanche, tous les gens qui sont dans l'aigu sont confrontés à des patients qui racontent des choses qui, pendant très longtemps, ont été un peu déniées. Encore là, récemment, il y a le livre d'Eden Alexander, ce neurochirurgien américain, qui était, lui, complètement dans la théorie du manque d'oxygène dans le cerveau, qui dit moi j'en ai fait une expérience, et il raconte effectivement son expérience dans un livre qui a été traduit en français il y a moins de 6 mois. Ah bon ? Voilà. Ça s'appelle comment ? Eden Alexander, qui était responsable de la Société de neurologie américaine et qui était, en fait, qui n'avait même jamais lu le livre de Raymond Moody. Vous avez lu ces livres-là ? De Raymond Moody, tout ça ? Non, celui-là, non. C'est vrai que c'est très proche de ce que vous décrivez. Oui, j'en ai lu, et puis j'ai un ami qui a fait ses études aux États-Unis. C'était d'ailleurs le premier à me poser la question, quand il est revenu des États-Unis, à me dire « Betty, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais dans ton coma ?» Et ça m'a choquée, parce que je me suis dit « Mais comment tu peux savoir que… » Tout le monde croyait que j'étais… Enfin, je parlais plus, parce que j'avais l'impression que j'étais folle. Quand j'en parlais, ils disaient « Elle a pris un coup à la tête. Et lui, il m'a dit « Non, parle-moi. » Et je lui ai dit « Mais comment tu sais que j'ai vécu quelque chose ?» Il m'a dit « Parce qu'aux États-Unis, il y a plein de personnes comme toi. » Alors, on va découvrir le témoignage de Jean Renaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous avez frôlé la mort lors d'un accident il y a 19 ans. Vous avez plongé dans un coma profond. Que s'est-il passé précisément le 9 octobre 1994 ? 1994, j'avais 34 ans à cette époque-là et je faisais du roller. C'était pas encore aussi à la mode que ça ne l'est aujourd'hui. Et on avait décidé, avec mon cousin et une amie, d'en faire dans la forêt de Rambouillet. Pas de voiture, les pistes cyclables et pas de casque. Et sur une montée en roller, je ne sais pas si vous avez fait du roller, j'ai la tête regardant la piste de macadam et un vélo qui avait perdu sa vitesse mais rentré dedans. Ma tête frappe violemment le macadam et là, tout se déclenche. Fracture du crâne, hémorragie cérébrale, œdème cérébral et surtout début d'engagement. C'est-à-dire qu'avec la pression du sang dans une boîte crânienne fermée, le cerveau commence à descendre et le cervelet s'engage dans le trou occipital. Et là, c'est une question de minutes, parce qu'à un moment donné, il ne peut plus remonter. Je suis rapatrié d'urgence à la Pitié-Salpêtrière, où là, par chance incroyable, le bloc opératoire est libre. Donc, je suis trépané et s'est engagé, en fait, un long coma de 15 jours à peu près, avec pronostic vital engagé. Alors, comme Betty, vous avez subi donc une opération au cerveau pour qu'on puisse retirer cet amas de sang. Quand vous étiez dans le coma, par la suite, que perceviez-vous du monde extérieur ? Est-ce que, comme Betty, vous avez d'abord fait une sortie de votre corps ? Moi, j'aurais bien aimé trouver ce halo de lumière bienveillante, etc., mais rien de tout ça. Ah bon ? La seule expérience assez amusante et intéressante en termes de perception que j'ai eue, c'est quand je suis retourné à la Pitié. J'attendais dans la salle d'attente pour aller voir les infirmières. Puis j'ai vu une dame traverser. Je me dis, je suis sûr, je la connais, mais celle-là, j'ai manqué de lui dire, mais qui êtes-vous, madame ? Je remonte voir les infirmières
Et cette dame revient là et on me dit, c'était la psychologue qui est venue vous voir dans le coma tous les jours. Et je l'ai reconnue complètement instinctivement. Bien Alors que vous étiez inconscient, Voilà, a priori. absolument. Et vous ne l'aviez jamais revu après? Ah, absolument pas. Je l'ai vu passer et j'ai vu cette... C'est la seule expérience extrasensorielle, je dirais, que j'ai eue. À quel point votre état était-il préoccupant? Il y a eu pronostic vital engagé, dans la mesure où le cerveau, et là je parle sous votre autorité, docteur, dans la mesure où le cerveau était descendu à cause de la pression du sang, on ne savait pas du tout s'il allait remonter, à quel niveau il allait remonter, et quelles allaient être les séquelles. On a dit en fait à mes parents, il vaut peut-être mieux pas qu'il se réveille, on ne sait vraiment pas dans quel état il se réveillera, il risque de se retrouver... Comme un légume. Comme un légume à son réveil. Voilà, donc ça a duré une dizaine de jours où le pronostic vital a été engagé très sérieusement. Un commentaire du docteur Papon Oui, sur ce cerveau qui descend. Moi, j'ai souvent cette impression, personnellement, mon cerveau est aspiré vers le bas. ça, c'est un phénomène répandu chez les blondes, je crois, essentiellement. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai honte, Sophie, j'ai honte. Non, en pratique... Je vous ai tendu la perche, comme on Oui, dit. tout à fait. En fait, ce que décrit Jean Renaud, c'est ce fait que lorsqu'on a un traumatisme, la boîte crânienne, c'est une enveloppe dure, le cerveau, c'est quelque chose de mou, et lorsque le cerveau a été bourlingué à l'intérieur de la boîte crânienne, des petits vaisseaux se sont déchirés et se sont mis à saigner. Ce sang, forcément, va prendre la place qu'occupait le cerveau qui était jusqu'aux parois, et cet hématome qui écrase et meurtrit le cerveau est à l'origine du fait que le cerveau va avoir tendance à descendre là où il y a moins de résistance. Et l'endroit où il y a moins de résistance, c'est le trou occipital que vous décriviez, qui est en fait le passage où il y a la moelle épinière qui va vers la colonne vertébrale. Et en fait, cette zone est la zone où il y a le cervelet, qui est le siège des automatismes du mouvement et des commandes des automatismes cardiaques et respiratoires. Et c'est vrai que quand le cerveau appuie et que cette zone est comprimée, à ce moment-là, l'arrêt cardiaque, les problèmes respiratoires. Il parlait tout à l'heure d'état végétatif, ce qu'il appelle un légume. Ce sont justement tous ces automatismes qui nous maintiennent en vie. Respiration, fréquence cardiaque, etc. Sylvia est également parmi nous. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous réagissez aux deux témoignages que nous venons d'entendre? Déjà, j'ai rencontré Betty. Ce que Betty a quand même vécu, un peu différemment. Ouais. Le tunnel, là... maintenant, à quel moment vraiment je l'ai vécu, je ne peux pas vraiment le préciser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 11 décembre 1960? Nous sommes partis avec mon père, mon grand-père qui était à côté, moi derrière mon père et puis mon mari. On est partis à deux voitures. Donc ma sœur qui partait derrière dans une deuxième voiture. On partait donc au restaurant pour l'anniversaire de mes grands-parents maternels. Bon, tous heureux au bout de 5 mois de mariage. Enfin, tout était formidable. Et donc, sur la petite route, un monsieur zigzaguait, donc, qui avait bu. Donc, mon père, il a dit, mais il n'est pas bien celui-là. Donc, il a mis sa voiture sur le bas-côté de la route pour laisser toute la route. Et en fait, le monsieur a cogné le bas-côté, ça l'a renvoyé sur mon père, en fait. C'est là qu'il y a eu l'accident très, très violent. Donc, votre père? Alors, mon père, donc, en fait, il n'est pas mort sur le coup, vraiment. Mais bon, il a eu un éclatement certainement du foie ou je ne sais pas trop l'intérieur. Donc mon mari m'a sortie puisque en fait j'étais entièrement ouverte, traumatisme crânien, j'ai sauté en l'air, enfin bon. Et il m'a mis en position de sécurité, mais moi je ne me rappelle pas vraiment. La seule chose que je me rappelle de ce moment-là, mon mari a crié en disant « Nonna, Nonna », qui était ma grand-mère italienne, « Nonna, Nonna, venez vite écouter la respiration de Sylvia. Si elle ne respire plus, vous m'appelez vite, parce que moi, je vais faire la respiration artificielle à Yvon, mon père. » Donc, il a tenté, mais ça n'a pas tenu. Et la seule chose que vraiment je me rappelle à plein, c'est ma mère qui a crié « Mais il est mort, Yvon, il est mort !» Et ça, c'est ancré dans ma tête. Et j'y pense tout le temps. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que plus tard, quand j'étais en rééducation, quand on me disait simplement bah, « Papa, tu sais, il n'est pas bien », alors qu'on me mentait, parce qu'ils avaient peur de ma réaction. Un jour, je les ai tous pris en disant « Mais il est mort, mon père. Vous ne me le dites pas, mais il est mort. »
Voilà. On retient des choses. On retient Donc, des est-ce choses. qu'à ce moment-là, donc vous entendiez, est-ce que vous avez fait une sortie de votre corps aussi? Pas à ce moment-là. À ce moment-là, je pense que j'étais pas tout à fait dans le coma. J'y allais, mais c'était pas encore dans le coma. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? On est venu vous secourir? Donc, en fait, je retiens que cette période, enfin cette partie-là de l'accident. Après, c'est le trou. C'est le trou. Le fait qu'ils m'ont amené à l'hôpital, je ne m'en souviens pas. Par contre, est-ce que c'est à ce moment-là que je me suis trouvée dans ce fameux tunnel noir? Est-ce que les médecins ont fait un commentaire sur vos chances de survie? C'était très peu. Et ils avaient juste dit à maman, si on la sort, elle sera sourde, folle et muette et paralysée à vie. Je m'en sors très bien. Bon, donc, vous avez subi une opération. On m'a enlevé le sang qui était à la fin, derrière, là, dans le cervelet, en fait. D'accord. Et donc, vous dites, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai vécu la même chose. Peut-être Alors, que c'est cette période-là. quels sont vos souvenirs précis? Alors là, je me suis trouvée dans ce tunnel noir. On ne voyait pas les parois. C'était vraiment noir, comme dans la nuit, en fait. Et j'avais un vent énorme qui me poussait dans le dos. J'étais obligée d'avancer. Que je le veuille ou pas, j'avançais. Mais en fait, j'étais transbahutée partout, comme ça. Je ne souffrais pas, j'étais bien, j'avais aucun souci. J'étais très bien. Et au bout, j'ai vu comme un grand brasier. Ah bon, et j'y alors, allais, donc, et j'y allais. vous, il n'y avait pas plusieurs portes? Ah non, c'est un tunnel noir et je ne pouvais pas m'accrocher. Ouais. J'essayais pour me ralentir, je ne pouvais pas. On me poussait d'office. Je ne voulais pas y aller, mais j'étais obligée. Et en fait, cette lumière, plus j'avançais et plus elle s'éloignait. Je disais, mais je ne vais jamais y arriver. Je vais jamais Donc, y arriver. un brasier ou une lumière Oui, très enfin, vive? comme si c'était du feu, enfin, quelque chose de très violent en Ça fait une lumière, intensité. oui, mais en même temps, c'est pas comme le feu. On peut Non. pas comparer comme le feu, on peut pas comparer. Oui, c'est pour dire c'est l'intensité, blanc. en voilà. fait. Ouais, on a Une du mal grosse à. intensité. Blanche? C'est vivant. Ah non, oui. non, rouge, jaune, très. Comme du feu. Ah, Comme moi du- non, moi c'était Enfin, blanc. moi c'était ça. Bon, et Comme vous? du feu. Non, moi. Bon, vous, rien. Comme du feu, comme du J'aurais feu. bien Comme du aimé- feu Attendez, je suis jaloux. Excusez-moi. Non, moi c'était ça faisait une porte blanche. Ah non, moi pas du tout. Et la deuxième aussi, dans ce couloir, au bout du couloir, ben, voilà. Mais moi, j'ai pas vu de porte puisque j'arrivais pas à avoir de. Je voulais m'accrocher à quelque chose, mais il n'y avait comme vous. rien. Il y avait rien. C'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Vous Il auriez y avait aimé vous rien. Oui, mais agripper? je Ça, pouvais c'est pas. après avoir Ouais. franchi. Je voulais D'accord. rester là-haut. Mais ah non, moi, par contre, j'ai eu cette sensation de rentrer, mais direct à la maison. Moi, je connaissais le non, chemin. Ah Alors non, non, là- pas moi du tout. J'avais même pas besoin de panneau. Hein. Ok. Alors, quelles répercussions le coma a-t-il eu dans la vie de nos invités? Eh bien, nous écouterons la suite de leur témoignage. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous faites partie d'une famille d'aristocrates ou de nobles et vous avez envie de nous faire découvrir votre vie hors du commun. En grandissant, vous avez tourné le dos à vos origines et vous avez opté pour un mode de vie radicalement différent. Depuis que vous avez épousé un homme ou une femme issus de l'aristocratie, de la noblesse ou de la grande bourgeoisie, votre quotidien a complètement changé. Vous vivez dans un château et pourtant vous menez une vie toute simple. Vous avez grandi au sein de la noblesse ou de l'aristocratie, mais aujourd'hui vous faites face à de gros soucis financiers. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 2 ans et demi, Marilyn et son père Michel nous avaient fait partager leur combat contre le cancer. Et là, on s'est dit non, c'est pas elle. Parce que mon mari, encore, j'ai eu du mal, mais ma fille, non, je pouvais pas. Aujourd'hui, leur combat continue, mais ils se sont rapprochés. On a compris avec le cancer que la vie peut s'arrêter à tout moment et aujourd'hui, tous ces petits moments de bonheur grappillés, c'est des moments magiques et on veut rien perdre. Nous reprendrons également des nouvelles d'Alison, de Maureen et de Samantha, qui vient de vivre le plus beau jour de sa vie. Ce sera tout à l'heure dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vos parents ont du mal à accepter la vie que vous avez choisi de mener. Ils rêvaient pour vous d'un autre métier ou d'un autre style de vie.
Toute votre famille travaille dans le même domaine, mais vous avez choisi une voie opposée et vos proches ne le comprennent pas. Issu d'un milieu favorisé, vous vous êtes mis en couple avec une personne d'un milieu populaire et votre famille n'accepte pas votre relation. Depuis que vous êtes en couple avec un homme marié ou qui a déjà des enfants, vos proches vous ont tourné le dos. Votre enfant a choisi un style de vie qui ne vous convient pas et depuis, vos rapports sont plus distants. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui ont tous vécu l'expérience du coma. Même s'ils se sont réveillés, aucun n'est sorti indemne de cette épreuve et ils vont nous raconter à quel point le coma a bouleversé leur existence. On va avancer avec notre deuxième partie, retour à la vie, et avec le témoignage de Jean Renaud. Vous nous racontiez tout à l'heure avoir été plongé dans le coma suite à un accident de roller. Vous vous êtes fait opérer et puis donc vous avez passé plusieurs jours dans un coma profond. À quel moment vous avez fini par vous réveiller ? Écoutez, là je parle, docteur, sous votre autorité, parce que je ne suis pas médecin, et je raconte ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu. Ouais. Assez rapidement après la Pitié, où j'ai été traité, on m'a envoyé à Garches pour réapprendre à marcher, pour réapprendre à réfléchir, à faire travailler. Et vous étiez toujours dans le coma, là ? Non, là j'étais sorti du coma. D'accord. Donc je vais à Garches, et assez rapidement, les médecins viennent me dire, vous êtes un cas, est-ce que vous accepteriez de faire des expériences avec nous ? Bien sûr, ça me sortait de l'univers pesant de Garches. Ils m'ont envoyé à Saclay, où j'ai, pour faire rapide, mangé du sucre radioactif, du glucose radioactif, et ils ont mesuré l'activité de mon cerveau. Très bien, j'ai continué à faire ma rééducation à Garches, et là, mes amis commençaient à venir me voir, ma famille. Jean Renaud, tu nous as fait très peur, et tous, sans exception, à un moment donné ou un autre, me mentionnaient la tenue d'une réunion au pire moment, organisée par mes parents, une réunion de compassion, de prière pour certains, où ils étaient tous réunis. Ça avait lieu dans une salle paroissiale à Saint-Louis-d'Antin. J'étais assez étonné parce que j'avais des amis chrétiens, un ami musulman, une amie juive, une amie notoirement agnostique, franc-mac, et tous me disent avoir été frappés par cette soirée. Ça, je suis assez Donc étonné. à ce moment-là, lors de cette soirée, vous étiez dans le coma. Dans un état très grave. Dans un état vraiment critique. Voilà, critique. Et mes parents, ne sachant plus que faire, avaient organisé cette réunion-là. Et puis, je termine ma rééducation à Garches. Et là, une infirmière vient me voir, me dire, on vous remercie d'avoir accepté de faire ces expériences. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi. Alors, je vais simplifier les choses. Mais le coma se mesure un peu comme la température. Je crois que c'est l'échelle de Glasgow, mais je ne suis pas sûr. Et pour faire simple, c'est de 0 à 4. 0, c'est réveil, on est tous 0. Et 4, c'est neurovégétatif. Les fonctions neurovégétatives sont quasiment nulles. Et ma courbe descend, elle arrive pratiquement à 4. Et là, poum, elle remonte à 0, comme ça. Bon, très bien, je suis ravi de voir ma courbe. Et elle me balance sur le lit 8, 9 autres courbes en disant, c'est des gens comme vous. Je regarde les courbes, et effectivement, toutes les autres courbes, la remontée est inversement proportionnelle à la descente. Ça prend beaucoup plus de temps à remonter à 0 qu'à descendre. Alors que moi, c'est exactement le contraire. Et moi, c'est pratiquement un angle vertical. Très bien. Puis au bout de 2 jours, ramenez-moi, s'il vous plaît, ma courbe de coma. Je regarde le graphique et l'angle droit était exactement le lendemain. J'ai vérifié 2 fois, 3 fois, 4 fois, le lendemain de la soirée de prière. Vous étiez croyant, vous ? Alors, écoutez, oui. Intellectuellement, c'était beaucoup dans la tête, et du jour au lendemain, c'est descendu dans les entrailles. C'est-à-dire que moi, très clairement, j'avais devant les yeux, à travers cette courbe, le fait que c'est l'amour, la compassion de tous mes amis, de toute ma famille au pire moment, qui, mystérieusement, m'a sorti d'une très mauvaise... C'est peut-être un concours de circonstances. Voilà, effectivement, on peut effectivement, mais c'est vrai que ça peut être un concours de circonstances. Mais là, pour le coup, le lendemain à angle droit, alors que ça pose question. Laissez-moi interpréter. Mais avec cette plaisir. manière. Franchement. C'est étonnant, de toute façon. Juste préciser, en fait, on mesure la profondeur du coma avec l'échelle de Glasgow qui va de 0 à 15. 15, c'est quand on est comme
réactif comme actuellement. Et moins on réagit, plus on descend dans cette échelle. De 4 à 0, c'est le coma le plus profond. Par contre, les comas ont 4 niveaux. Alors attendez, alors 15, on est comme moi aujourd'hui, voilà. quoique. Parfait, non, Hein? vous êtes parfaite. Bon, et donc, et vous plus on réagissez descend, quand on vous parle et vous levez ça la dépend main des droite moments. si c'est la main Plus- droite. plus- Éventuellement, vous pouvez lever la main gauche si vous confondez la droite et la gauche. C'est ça. Mais vous allez réagir. mais plus on descend vers 0, plus on est dans le coma. Voilà, c'est-à-dire Plus on que est gravement, moins les gens réagissent. C'est-à-dire qu'à la fin, Donc c'est l'inverse on de ce les que pince. vous dites. mais Ouais. C'est pas que c'est l'inverse, c'est-à-dire que lui, L'échelle est il inversée. parle de la profondeur du coma. Ah. Et dans les profondeurs du coma, il y a 4 niveaux, léger, un peu plus profond, jusqu'au coma Voilà. stade C'est 4, ça. qui est le coma le plus profond, qui correspond à une échelle de Glasgow Voilà. inférieure à 4. Je suis pas médecin, c'est mais rien, non, je mais me souviens des 4 C'était très niveaux. bien expliqué, je vous assure. Merci. Voilà. Je me souviens des 4 niveaux et Voilà. d'être dans la zone très, Et- très dangereuse. Et c'est vrai que c'est exceptionnel de passer du stade inférieur à 4 Faut passer par à des l'échelle de paliers. Glasgow à tout d'un coup revenir à 15. Ça a pris 3 jours. 3 jours après la soirée de prière. Très Ah rapide. ouais, attends. Alors Bon, que les autres, depuis, vous allez à Lourdes, à l'église. Et... non, je dirais. non, mais je plaisante pas en disant ça. Non, non, J'imagine non, non, que non, vous devez non. avoir besoin de remercier et de. Je sais pas. Alors, d'abord, je suis beaucoup plus attentif aux autres. Il ne faut pas On les hésiter tous. de dire à ses prochains qu'on les aime. Je suis beaucoup plus attentif à ce que ma boussole intérieure, vous l'appellerez boussole intérieure, l'âme, ce que vous voulez, me dit de faire. Et souvent, le regard des autres, le qu'en dira-t-on, vous empêche d'agir selon ce que l'instinct vous dit de faire. Ça, j'y suis beaucoup plus attentif. Et je sais ce que je dois à mes copains et à ma famille pour ma vie entière. Alors, nous allons voir à quoi ressemble désormais votre nouvelle vie, se réveiller et renaître. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ça se passe chez vous à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Depuis que Jean Renaud s'est réveillé de son coma il y a 19 ans, sa vie a pris un nouveau tournant. Si j'avais pas eu ce coma, je serais passé à côté de ma vie. Je vivais essentiellement pour moi, en suivant mes envies, de manière un peu égoïste. La vie a une saveur complètement différente. J'en profite sans doute beaucoup plus tous les jours. Et effectivement, on pourrait dire, selon l'expression, je mords dans la vie à pleines dents, comme une bonne pomme. Si tout a changé dans la vie de Jean Renaud depuis son réveil du coma, il a néanmoins gardé les mêmes amis. Il est resté très proche de Christine, présente à ses côtés le jour de l'accident. Alors ici, c'est exactement l'endroit de l'accident. Et le cycliste est arrivé, mais très vite. Ah oui? Et il m'a frôlé l'épaule. Oui. Et toi, il t'a percuté de plein fouet. Tu te souviens pas? Ah, je me souviens de rien du souviens tout. de rien. De rien. J'ai attendu les pompiers sur le parking. Oui. Les pompiers t'ont mis dans une coque. Oui. Ça, non plus, Non. tu te souviens pas. Et tu as perdu connaissance. Ça, ils nous l'ont dit tout de suite, les pompiers. En fait, tu as lutté, tu as attendu que je revienne avec les secours. Mais j'avais un sentiment extrême de culpabilité. C'est-à-dire que, comme le cycliste m'a frôlé, Ah oui. tu ouais. vois, donc je me suis dit, j'aurais peut-être pu faire autrement, j'aurais peut-être... Enfin voilà, c'est ça qui me hante. D'accord. Tu sais, tu n'as strictement aucune raison de culpabiliser. Hein. Quand je te vois comme ça, je suis heureuse. Ah, t'es gentil. Jean Renaud a été très entouré durant son coma. Selon lui, c'est l'amour et le soutien de ses proches qui l'ont aidé à s'en sortir, et notamment les prières de l'un de ses meilleurs amis, Martin. Tu sais, on m'a raconté cette soirée de prière qui a marqué ma sortie de coma. Moi, j'ai été bouleversé quand j'ai su tous ces copains et toute la famille qui étaient là. Je sais que tu étais une cheville ouvrière de cette soirée. J'ai pensé avec d'autres de tes amis que peut-être qu'il fallait, comme tu vraiment commençais à disparaître, qu'il fallait faire un petit choc, tu sais, comme... Voilà. Et donc on s'est réunis, on était à peu près 120, je me souviens plus, 120, dans une salle paroissiale. Et puis on a commencé un cercle de prière. Et puis le lendemain matin, Ça a commencé à aller mieux. pendant la nuit, pouf, ça avait fait un bond. Le lendemain, les médecins sont venus voir les parents en disant « Mais on ne comprend pas, l'état est en train de s'améliorer significativement. » Et 5-6 jours après, j'ai été réveillé.
C'est vos prières, c'est les tiennes, c'est ton témoignage, pour moi, hein, qui fait que je suis sorti de mon coma et avec peu, finalement, très peu de séquelles. Moi, je pouvais pas abandonner tous ces gens qui m'aimaient comme ça. Je pouvais pas les lâcher, tu rigoles. Il fallait revenir les remercier de cet amour. Ça, c'est sûr. Jean Renaud a été chanceux en amitié, mais pas seulement. 1 an après son réveil du coma, il a trouvé l'amour auprès de Lorraine. Ils ont eu ensemble 2 enfants, un garçon et une fille. Est-ce que si j'étais pas tombé dans le coma pendant 3 semaines, tu m'aurais quand même épousé? Jamais. Non, je crois pas, franchement. Mais non, écoute, c'est marrant, mais les amis, la famille, quand ils me parlent de Jean Renaud avant son coma, il était comme ci, il était comme ça, et puis souvent avec beaucoup de nostalgie d'ailleurs. Et je leur dis, mais c'est extraordinaire, vous me parlez d'un homme que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré, c'est pas l'homme avec lequel je vis. Et non, franchement, je t'aurais croisé tel que tu étais, mais je t'aurais même pas regardé, je crois, avant le... Non. J'ai dit que cet accident et ce coma était la grâce de ma vie. Ça m'a permis de rencontrer maman. J'ai pas eu plus grande chance dans ma vie que celle-là. Et pourquoi? Vous étiez comment avant, alors? Vous étiez comment avant? Avant, j'avais la chance d'avoir un succès professionnel. Je gagnais de l'argent, j'avais du succès. Je vivais à 100 à l'heure. On dit croquer la vie à pleines dents. Dans quelle branche vous aviez du succès, professionnellement? Ah, professionnellement, j'étais dans le domaine du conseil en entreprise et de la finance. Bon. Et sentimentalement, vous avez du succès aussi? Alors, c'est une bonne question parce que j'avais du succès, je voulais me marier, je voulais fonder une famille, mais je ne trouvais pas, c'est pas faute d'avoir essayé, entre parenthèses, mais voilà, je ne trouvais pas ma femme. Je ne la trouvais pas. Et je m'étais organisé, j'ai même monté une petite association de copains, on organisait plein de trucs drôles et sympas. Pour faire passer des castings? Exactement. Je le dis, et tout le monde le sait, et tous mes copains se sont suffisamment foutus de moi. Bon. Alors, quel est le sens de votre présence aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il est très clair. Le sens, il est très clair. C'est premièrement, le témoignage le démontre, c'est l'amour de mes amis et de ma famille qui m'a sauvé. Voilà. Je ne crois pas au hasard ou aux circonstances. C'est trop fort. Donc voilà, c'est un message d'espérance contre toute attente. Il y a des choses qui nous dépassent complètement, voilà, il faut le savoir, et des fois elles s'orientent dans le bon sens. Et deuxièmement, j'ai expérimenté dans ma chair le fait qu'un jour ça va se terminer, et donc je suis poussé à donner beaucoup de sens dans tout ce que je fais, dans ma vie familiale, d'amitié, même professionnelle. Ouais. C'est de faire les choses en conscience. C'est pas de les faire automatiquement ou bêtement, ou ne pas les faire sans réfléchir. C'est simplement de se dire, mais pourquoi je fais ça? Et puis de se questionner en vérité. Oh, c'est beau. Mais c'est la réalité. Ah oui. C'est là. Michel. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Pourquoi cette tête? Je suis très émue par toutes ces histoires, mais je pense que c'est sans prétention de ma part, mais quand ça touche un enfant, c'est la pire des choses. Pourquoi vous dites sans prétention? Parce que tout le monde est d'accord, j'imagine, sur ce que vous dites. Oui, mais moi, c'est mon fils qui a été accidenté et qui est resté 6 mois dans le coma. Avec 2 mois de coma décérébré, donc cliniquement mort. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? C'est arrivé en 80, le 11 janvier 80. Patrice avait 19 ans. Et en une seconde de temps, une famille est ébranlée. Il a eu un accident de voiture? Un accident de voiture. Donc, il a été hospitalisé. Quel a été le diagnostic des médecins? Une chance sur 10 000 pour s'en sortir.
Donc à ce moment-là, vous avez arrêté de travailler pour vous consacrer entièrement à lui. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez? On m'a demandé de lui parler. Je parlais à quelqu'un de cliniquement mort. On est un peu dépassé par les événements. Je suis quelqu'un de très bavarde, ça m'a aidée. Donc je parlais à mon fils tout le temps, mais j'avais le droit de le voir qu'une demi-heure par jour. Ensuite, son état s'est un tout petit peu amélioré. Il a été trépané. Et là, j'avais le droit de le voir un petit peu plus. Donc, on a décidé avec mon mari que j'arrête de travailler et que je sois constamment vers mon fils. Donc, vous l'avez stimulé le plus possible. Votre fils est resté dans le coma pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, il s'est réveillé. Comment ça s'est passé? C'est très long, le réveil d'un coma. Les premiers signes ont été un petit peu de bouger les bras, de bouger les jambes. Je disais au médecin, il bouge. Il me dit, mais non, vous savez, c'est comme une grenouille, on coupe la tête, ça bouge, mais ça, pour moi, je lui disais, mais si, il bouge, mais non, madame, il ne bouge pas. Et puis, juste un mot du docteur Papon, ça dépend des cas, parce que j'imagine que vous êtes sorti du coma. Ça a été long aussi, ou vous êtes sorti vraiment du coma? C'était long aussi comme ça? C'est différent. Le souvenir objectif de ma conscience, c'est une semaine, 7-8 jours après ma sortie réelle de coma. Là, il y a une semaine, c'est le noir complet, je ne me souviens de rien. Oui, c'est ça. Alors que moi, non, ça a été... je vous rejoins et je vous comprends, parce que lui n'a pas pu vous le dire, mais c'est très pénible et très épuisant de sortir du coma. On sort vraiment par palier. On ne sort pas comme ça. Ils avaient déjà diagnostiqué que j'allais rester à 47%. J'allais récupérer juste 47% de mes capacités. Et c'était vraiment par palier. Et dans mon coma végétatif, où je commençais, il y a eu vraiment vers la fin, juste avant que je reprenne conscience, j'aurais resté, mais même si je restais 10 minutes avec les yeux ouverts, oui, mais j'avais l'impression de faire un effort énorme. Et même en étant réveillant après, je ne savais même pas ce que ça voulait dire manger, boire, pipi, enfin des choses de la vie comme un bébé. Moi, Patrice, le médecin était passé faire sa visite du soir en me disant « Madame Gallego, c'est terminé. Votre fils ne se réveillera plus. Il fera une vie végétative. » Pour moi, c'était... Et je lui donnais à manger malgré son coma. Et là, il m'a dit « Mam. » Donc, j'ai couru après le docteur, j'ai dit, il est sauvé. Mais non, qu'est-ce que vous me racontez encore? J'étais quand même un peu collante auprès des médecins. Et en définitive, c'était ce premier mot maman. Et là, il a commencé à se réveiller tout doucement. Alors, il est sorti du coma? Il est sorti du coma. Il y a 32 ans. Il a 53 ans, mon fils. Non, il y a 32 ans. Il y a 32 ans. Veuillez m'excuser, oui. Comment va-t-il aujourd'hui? Il va bien. Il est là. Ah, vous êtes là? Bah oui, c'est vous. Bon, ceci dit, c'est un long parcours, un parcours du combattant, où il faut être d'un amour... explosif, d'une patience, mais il est là, il vit, on est ensemble, on est heureux. Il y a beaucoup d'espoir dans tout. C'est l'amour, la patience et la confiance dans les médecins. Pour votre fils, quelles sont les séquelles? Un petit peu coléreux, un petit peu... On l'est tous souvent. Un petit peu... On n'a plus patience. On n'a plus de patience. Ça, c'est... j'ai fait des conférences et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient sorties du coma. On a tous ce point commun à être... nos familles ont du mal à nous reconnaître pour ça. Impatience, pourtant, c'est bizarre. Pour des gens qui sont revenus de... On pourrait s'imaginer l'inverse. Oui. Au contraire, vous accueillez la vie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La sérénité, le fait d'être heureux de vivre, etc. Non, vous êtes impatient. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que dedans, on est...
J'ai une patience, mais infinie. Mais je peux être... si on me bouscule, ou je sais pas, il y a une manière de m'aborder C'est qui... nerveux. Vous dites, Betty, vous disiez tout à l'heure qu'on sort de là ultra sensible, beaucoup plus sensible, avec une acuité exacerbée, avec un... peut-être presque même un état de clairvoyance. On ressent les choses. Oui. On perçoit les choses. On perçoit, mais c'est... on se rend pas. Oui. Et alors, c'est dû à quoi, ça? C'est bizarre. Une chose est sûre, c'est que ce sont des expériences qui ne laissent pas indifférents et qui modifient la façon dont les gens vont vivre et ressentir les choses. Les goûts vont changer. Une modification de conscience et de se percevoir et de percevoir les autres et de percevoir le monde. Oui. Ce ne sont plus les mêmes. De percevoir la vie. Ouais. Bon, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort parce que pour moi, la mort n'existe pas. C'est une transition. Quand on quitte une robe, ça ne veut pas dire que cette robe est morte. On continue à vivre et on change de robe. Ben voilà, pour moi, c'est pareil. Vie. Ah oui. Bon, alors, quelles séquelles avez-vous gardées? Vous dites une sortie de coma difficile, douloureuse, fatigante. Est-ce que vous avez gardé des séquelles physiques? Alors, les séquelles physiques, c'est de tous les traumas crâniens, un ralentissement. Quand je parlais à l'envers, quand je suis fatiguée, je heurte mes phrases. Hein, c'est comme on a du mal à sortir les mots. Voilà, exactement. Perte de mémoire? Perte de mémoire, alors si je note pas. Au début, c'était infernal, parce qu'on me disait un truc... Genre, c'est la mémoire immédiate. Nemo, un poisson rouge, quoi, en fait. C'est vous, là? Oui. À quel moment? Après mon accident. D'ailleurs, on le voit de la manière dont... Vous voyez comme je tiens mon bras, docteur? Moi, oui. Et le bras gauche, où il y a la montre... voilà, il était... Vous avez gardé une petite hémiplégie? Oui, hémiplégie, et puis la jambe. Mais heureusement, je suis fine, donc quand on mesure, c'est plus petit, mais voilà, ça reste. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Comment vous voyez la vie? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, je suis manager artistique. En ce moment, je me suis mis en stand-by parce que j'ai des projets d'écriture. Et est-ce que vous recevez des messages? Alors, les messages, je les ai reçus au départ. C'était voilà, c'était pour les uns et les autres, ou alors des messages même pour moi. Fais gaffe, Betty. Enfin, c'est attention. Alors, comment vous expliquer? Je crois que tout est possible. Ouais. Alors, ça doit se matérialiser. Si je sens, par exemple, quelque chose chez vous ou chez un tel ou n'importe. Déjà, je vais prendre du recul. Avant, je le disais. Maintenant, avec l'âge, j'ai appris à fermer un petit peu la bouche. Parfois, il vaut mieux. Mais voilà, exactement. Parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Absolument. Et de temps en temps, j'attends pour voir. Il faut que ce que j'ai ressenti, ça se matérialise. Si je vois que vous allez avoir un accident... Non, pas vous. Une personne, et c'est attendez, arrivé... excusez-moi. Voilà, on touche du bois. Voilà, merci. Toutes les deux. Non, c'était... Voilà. Et il faut que... Je vais envoyer des lumières sur cette personne. Et si ça se passe... ça se passe. Non, mais des fois, on arrive à atténuer. Je peux avertir certaines personnes où je l'ai fait et ça atténue les chocs. D'accord. Sylvia, vous êtes sortie du coma au bout de combien de temps? En fait, j'ai deux mois vraiment profonds où là, j'entendais rien, j'étais comme morte, en fait. Hein. Puis après 4 mois, pourquoi? Parce que j'ai eu souvent des prises de conscience très, très courtes. Ça peut être 2-3 minutes. Je ne m'en souviens pas. Mais c'est ce qu'on me disait, c'est-à-dire maman me disait. Donc, j'avais donc des prises de conscience. Mais par moment, je pense que c'était... mon corps voulait peut-être se réveiller, mais il avait du mal. Et c'est cette période-là où j'ai certainement... il y avait un infirmier qui venait tous les jours me parler pour essayer de me faire réveiller. Il avait une voix très, très chaleureuse, très, très chaude. Et en fait, dans mon subconscient, j'étais plus ou moins, je pense, tombée amoureuse de ce gars-là que je ne connaissais pas, que je n'ai même pas vu, ni rien. Et un jour que j'étais retournée après le coma pour des vérifications du cerveau, j'ai croisé un monsieur, un jeune, qui s'est mis à parler à une infirmière. Et rien que la voix, je me suis retournée, je dis mais je le connais. Comme vous, quoi. Alors que je ne l'ai pas vu. Et ma mère m'a dit, c'est ce petit jeune qui venait tous les jours te parler pour... Et alors, vous avez eu un coup de foudre? En fin de compte, une fois que je l'ai vu, ça ne me faisait rien. Oh. Mais
Mais en fait, je l'ai reconnu par la voix. Ouais. Quand Quand vous êtes réveillée, qui était à vos côtés? Alors, bien sûr, qui a été tout de suite maman? Sa maman, je ne l'ai pas oubliée. Maman, c'est maman. Et un jeune, parce que bien sûr, je n'étais pas vieille, 21 ans. Et en fait, je l'ai reconnu comme... Enfin, pour moi, c'est un copain. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, près de moi, à côté de mon lit? Vous l'avez reconnu quand même? Un copain, alors que c'était mon mari. Ah bon? Ça faisait 5 mois de mariage. Ouais. Mais moi, le mariage, je ne m'en rappelle pas. Même encore actuellement. C'est jamais revenu. Donc, plus de sentiments? J'étais attirée quand même par lui. Je l'aimais bien, mais peut-être pas au point de dire un mari. Alors, il m'a après amené le lendemain, livret de famille, l'alliance, photo du mariage, que ça ne me disait rien du tout. Pour montrer des preuves? Voilà, pour me dire, tu vois bien que... Mais non, moi, 21 ans, je ne suis pas mariée, tu rigoles. Enfin bon... je ne voulais pas le croire, de toute manière. Donc, après, vous êtes rentrée chez vous, quand même, avec lui? Non, là, c'était au moment vraiment où je me suis réveillée. Mais je ne me rappelle pas de l'hôpital. Pour moi, je me suis réveillée à la maison de rééducation, aux Ormes. D'accord. Hein, et donc... Est-ce que vous avez gardé des séquelles physiques? Je boite un petit peu, mais c'est pas méchant, parce qu'en fait, les 4 fractures du bassin, ils l'ont vu que 2 mois après, donc j'étais déjà pas mal ressoudée, ils n'allaient pas me recasser. Et puis, le gros handicap que j'ai, c'est l'oubli spontané. C'est-à-dire, je suis en train de faire quelque chose, admettons, je suis au téléphone, quelqu'un arrive, on me parle, je ne sais plus avec qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Ça, c'est tout ce qui est spontané, c'est tout de suite. Et ça ne revient pas. Hein. Et alors, dans votre vie de couple, est-ce que le coma a eu des conséquences? Ça a gâché mon couple. Vous ne l'avez jamais... J'ai été très méchante, enfin méchante, c'est peut-être pas le mot. Vous ne l'avez plus aimé, quoi? Je l'aimais, mais pas au point que lui, il m'a aimé. Je l'ai fait énormément souffrir. Énormément souffrir, donc j'ai divorcé. Alors, pas tout de suite, puisque j'étais mariée. Il fallait bien que je vive avec. Donc, 3 ans après, j'ai eu ma fille. Et puis ensuite, comme, enfin, je l'aimais bien, mais on n'arrêtait pas de se disputer parce que j'étais très impulsive, rien, je me fâchais, je respectais, enfin bon, j'étais presque à la limite d'invivable. Donc j'ai dit, bon, moi j'arrive à 25 ans, j'en ai marre, divorce, et puis voilà quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je me dis chaque jour quand je me couche, une journée de passé ouf. Pourquoi ouf? Parce que c'est lourd, une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Moi, j'aurais dû mourir avec mon père. Pourquoi on s'est acharné à me faire vivre? Si vous auriez préféré mourir? Ah oui. Bon, on aurait pu me poser la question, j'aurais dit, mais laissez-moi partir avec mon père. Comment, Betty? Moi, j'ai le sentiment qu'elle se punit. Oui. Mais même dans sa vie de couple, elle se punit alors qu'elle a le droit d'être heureuse, complètement heureuse. Non, mon père, il n'est plus là. J'ai pas de but. J'ai pas de but. Mais vous êtes dépressive? J'attends rien de la vie. Est-ce que vous êtes dépressive? J'ai toujours été comme ça. Depuis l'accident, j'ai toujours été comme ça. Et même mon mari n'a jamais compris que j'ai jamais eu envie de quelque chose. Ouais. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui alors, Sylvia? Vous avez eu envie de venir nous voir? Vous avez eu envie de venir? Oui, mais pourquoi? Vous voyez, vous avez des envies. Non, parce que j'ai vu la souffrance de ma mère. Oui. Ma mère a perdu mon père. Et elle m'a toujours dit, tu sais, à choisir, j'ai encore préféré perdre ton père que toi. Perdre un enfant, on s'en remet jamais. Oui. Bon. Et en fait, si je suis là, c'est pour dire à des gens qui ont un proche dans le coma qu'il faut toujours garder espoir. Parce qu'en fait, on ne sait jamais comment on va sortir du coma. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est différents. On n'est plus les mêmes. Non, ça, il faut qu'il le sache. Docteur Papon? J'aimerais bien avoir la baguette magique qui lui permette de reprendre goût à la vie. Alors, la description, le fait de ne pas avoir de goût, ça s'appelle l'aboulie, hein, le manque d'envie, le manque de désir. C'est quelque chose qui est assez fréquemment retrouvé chez des gens qui ont été traumatisés crâniens. L'aboulie, en un seul mot? L'aboulie, oui, le manque d'envie, de désir. C'est comme ça que ça s'appelle pour les neurologues. En fait, il y a aussi beaucoup de dépression. Il y a beaucoup de problèmes et de troubles de la mémoire. C'est affreux, ça. Qui peuvent être plus ou moins handicapants. Je note tout. Ce qui me paraît important de dire,
et qui me semble fondamental, c'est que bon, vous êtes revenu et vous avez donc la vie qui est là. Il y a une raison, certainement. Je ne suis pas à même de dire le pourquoi vous êtes là, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut en profiter. Et c'est clair que vous êtes revenu avec peu de séquelles. Il y a des gens malheureusement qui sont avec d'énormes séquelles locomotrices, de communication. Et voilà, bon, c'est... les médecins ont dit que j'étais une miraculée. Hein, de toute ça c'est ce qu'ils nous disent. Moi j'ai une tante qui disait pas la même chose, qui disait t'es une miraculée. Alors que je lui disais mais tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Bon les amis, on va vous laisser entre miraculés. Merci. En tout cas, de nous avoir fait partager vos histoires. C'était passionnant. Et puis, on vous souhaite de prendre un peu plus de plaisir à vivre, de retrouver le goût de vivre. Merci à tous. Lorsque nos invités quittent le plateau de Toute une histoire, leur histoire continue. Alors, pour savoir où ils en sont depuis que nous avions fait leur connaissance et pour garder le lien avec eux, nous leur proposons désormais de revenir nous donner de leurs nouvelles. Aujourd'hui, c'est Marilyn et Michel que je reçois à nouveau et Alison et Maureen que nous avons le plaisir de retrouver. Merci à tous les quatre d'avoir accepté à nouveau notre invitation. On va commencer par vous deux, Marilyn et Michel. Vous nous aviez bien sûr émus tous les deux lors de votre passage dans Toute une histoire. C'était le 21 avril 2011 dans une émission particulièrement touchante intitulée « Un malheur n'arrive jamais seul ». Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Michel, vous êtes le père de Marilyn. Pour quelle raison aviez-vous témoigné main dans la main ce jour-là ? Alors en fait, nous avons témoigné parce qu'en l'espace de quelques mois, 3 mois, nous avons appris tous les deux que nous étions atteints du même cancer, c'est-à-dire le cancer du rein. Dans quel état d'esprit le fait de souffrir du même mal vous avez plongé tous les deux ? On était très inquiets, très angoissés, c'était un petit peu notre monde qui s'écroulait, un double effet. Quel protocole avait été mis en place pour vous soigner ? Alors, c'est vrai que moi, j'avais une tumeur du rein et mon papa, en plus de sa tumeur, avait aussi une petite tumeur sur le poumon. Donc, mon papa a eu une biopsie du poumon et moi, j'ai été opérée. Le même jour. Voilà. Le même jour que je subissais la biopsie pour le poumon, ma fille se faisait opérer. Et on était à 400 km l'un de l'autre. Après sa biopsie, il a subi aussi l'ablation du rein, donc voilà la suite, la rééducation. Est-ce que finalement, bon, j'imagine qu'on s'inquiète pour l'autre, mais est-ce que c'est une bonne expérience de souffrir du même mal ? Au moins on se comprend, on peut échanger ou non ? On ne peut pas dire que c'est une bonne expérience. Oui, c'est pas une expérience sympathique, j'imagine. Mais ça a eu des conséquences quand même, puisque ça a créé un rapprochement. C'est ça. Ouais. Ça a créé une complicité différente. Une complicité différente. Avant de tomber malade, vous entreteniez quel genre de lien tous les deux ? Mon papa est quelqu'un d'assez strict, voilà. On était une relation père-fille. Plutôt lointaine à ce moment-là. Pudique. Pudique, voilà, c'est le mot, distante. Voilà. On ne parle pas. Voilà. Non. Alors, à quel point votre lien a-t-il changé depuis ce jour d'avril 2011 où vous aviez eu le courage de venir nous raconter votre histoire ? Réponse dans ce reportage. Ça se passe chez vous, à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Vous avez une tumeur de 10 cm sur votre rein et c'est à 90% un cancer. Il y a 2 ans, la vie de Marilyn a basculé à l'annonce de son cancer du rein. Un diagnostic d'autant plus difficile à accepter que quelques mois plus tôt, la jeune femme avait appris que son père, Michel, était lui aussi atteint du même cancer. Une de nos premières pensées avec mon mari, on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit comment on va l'annoncer à mes parents ? Parce qu'on était déjà sous le coup du cancer de mon papa et là on se dit on va en rajouter une couche, quoi. Elle nous annonce ça, donc on tombe franchement sur les fesses, quoi. Un coup du sort que Françoise, la mère de Marilyn, avait elle aussi du mal à accepter. Là, on s'est dit non, c'est pas elle. Parce que mon mari, encore, j'ai eu du mal, mais ma fille, non, je pouvais pas. Marilyn n'avait pas d'autre choix que de se faire opérer. Et les médecins avaient alors fait une découverte. On s'aperçoit qu'on a exactement le même cancer, le même rein, le même type de cellules, enfin voilà, c'est la même chose. La même nature. On déduit qu'il doit y avoir certainement un lien entre son cancer et mon cancer. Père et fille avaient du mal à tisser des liens, mais à travers cette épreuve commune,
tous les deux tenaient à unir leurs forces. J'aimerais dire à mon papa que je l'aime très fort et que voilà, on sera avec lui et que on sera plus forts tous ensemble. De cette épreuve, on aura finalement après beaucoup de bonheur. 2 ans ont passé depuis l'émission. Et aujourd'hui, c'est en famille que nous retrouvons Marilyn, en route pour la Vendée. Destination, la maison de ses parents. Bon, les loulous, ça y est, on arrive. Ouais. Peut-être qu'on va aller dans la piscine. Ah bah peut-être, ouais. Peut-être que Papou il a pêché. Peut-être, on verra ce qu'il a pêché. Il a pêché un homard. Peut-être. À l'arrivée, c'est avec une joie immense que Michel et Françoise accueillent la petite famille le temps d'un week-end. Allez, les gros bisous à mamie. Ça va, Michel? Sébastien, ça va? Bonne route? Ouais, ça a été. Pas trop de voiture? Voilà, ça va. Faut pas se plaindre. Bon. Salut, Seb. Alors, vous êtes prêts? Ouais. La piscine est ouverte? Ouais. Pour Oscar, 10 ans, et Gabin, 7 ans, pas question de perdre une minute. Ils veulent à tout prix profiter des plaisirs des vacances. Elle est comment, la piscine? Elle est chaude, elle est super bonne. Alors, ça vous plaît, la flotte? Ouais. Hein? Alors, écoutez, les gars. On va en profiter au maximum, puisque vous êtes là. On va aller faire un petit tour en bateau. Il n'y a pas trop de vent. Ouais. Et après, au retour, pour se remettre, on viendra plonger dans la piscine. Ouais. D'accord? C'est beau de commencer un week-end comme ça, les gars. Hein? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, Marilyn et Michel sont tous les deux en rémission. Et c'est d'un pas décidé et en tenue de marin qu'ils s'apprêtent à larguer les amarres avec les enfants. Voilà. Allez. Au suivant. À bord, moussaillon. Vas-y, mon pote. Regarde, il y a la voile, gars. Ouais. C'est un voilier, ça. Un petit voilier. Regardez comme ils sont. Ouais. Hein? Mais oui, on va aller un peu plus vite, mais attends un petit peu. Attends un peu. Pas pour l'instant. Non, mais je t'assure. Après, tu vas pouvoir conduire, Papou, il te laissera sa place. Hein? Ouais. Ils sont des clowns. Ouais, des clowns. Heureusement qu'il y a ces moments-là pour compenser. Parce que quand ils nous voyaient comme on était l'autre fois, ben, c'était pas marrant pour eux non plus hein, de voir maman malade, papa, le grand-père malade. De les voir là avec nous, voilà, on est en train d'imprimer des super souvenirs, quoi. On a compris avec le cancer que la vie peut s'arrêter à tout moment et aujourd'hui, tous ces petits moments de bonheur grappillés, voilà, c'est des moments magiques et on veut rien perdre. Voilà, on veut profiter aujourd'hui. Alors vas-y. Alors, hé, tu regardes devant, c'est la flèche. Hein. De voir papa avec mes enfants, c'est super émouvant, quoi, parce que c'est un vrai bonheur de le voir comme ça et de le découvrir tel que finalement je l'ai pas toujours vu. Il y a une si belle alchimie entre tous les trois, c'est vraiment magnifique, quoi. Allez, on compte. 1, 2, 3. Ouais. Depuis leur maladie, père et fille sont devenus plus complices que jamais. Avant, ça se passait pas tout à fait comme ça, dans le sens où on se voyait probablement moins. Hein, il n'y avait pas la relation qu'il y a depuis qu'on a eu notre problème. On se confie plus de choses aussi, je pense. Ouais. Je pense que c'est ça, en fait. On ose plus se parler. Je pense qu'avant, il y avait peut-être une distance, puis maintenant, voilà, elle s'est réduite. Si par exemple, il t'a pas eu au téléphone de la journée, et puis que le soir il rentre, ou il me dit « Est-ce que tu as eu Marie au téléphone ?» Pour lui, c'est devenu presque vital de t'avoir tous les jours. S'il n'y avait pas eu la maladie, on n'aurait certainement pas apprécié ces petits moments comme on les apprécie maintenant. On va peut-être pas aller jusqu'à dire merci, merci au cancer. Non, quand même pas. Mais bon, on va transformer ça en positif et puis se dire que voilà. Non, c'est sûr qu'on a tout transformé en positif. Hein. Allez, allez, hein. À la nôtre. À notre santé. À notre santé. Alors, très émus tous les deux, hein, en regardant ce reportage. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi cette émotion? Je crois que de voir en image le résumé de
de ces quelques années, c'est... On va faire venir les petits-enfants, peut-être, vos fils qui vont nous rejoindre sur ce plateau, qui doivent être émus de voir leur grand-père pleurer comme ça. Voilà, comme ça on reprend son souffle. Alors, donc cette émotion, qu'est-ce qui vous émeut tant? De voir le chemin que vous avez. De voir le chemin, de voir la complicité de mon papa avec les loulous et puis de voir notre complicité. C'est vrai que quand je dis merci au cancer, c'est pas une façon de dire merci à la maladie, mais on n'aurait pas eu de cancer, on aurait continué à vivre tel qu'on le faisait avant. Cette maladie est arrivée. Donc vous avez plus conscience de la vie aujourd'hui. Oui, ce qu'on veut, c'est pas passer à côté. C'est-à-dire profiter au maximum de tous les moments qui restent. Vous aviez l'impression de passer à côté avant? J'avais l'impression que avec le recul maintenant, de passer un petit peu à côté, oui, effectivement. Et que maintenant, il y a des choses que je veux pas les louper. Donc on fait le maximum. Difficile de voir son papy pleurer, hein? C'est assez insupportable. Non, mais ils sont obligés de me supporter parce qu'en plus, il y a quelque temps, il a été obligé de supporter quelque chose en plus médicalement, un petit truc qui m'est arrivé. Donc ils sont superbes avec moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu un saignement artériel nasal et il y a eu les pires difficultés pour pouvoir l'arrêter. Ah bon? Et j'étais presque, je serais presque arrivé dans la situation des gens qui étaient là tout à l'heure. J'ai été à la limite de la transfusion sanguine. Ah. On a passé une journée aux urgences. Ah bon? Et donc ça fait beaucoup de voir son papy pleurer, de l'amener aux urgences. Surtout qu'il était venu pour passer quelques jours de vacances avec nous et je lui ai fait supporter quelque chose en plus. Donc, En fait, papy pleurait et il disait que j'avais gâché mes vacances, mais je lui ai dit déjà toi et après mes vacances. D'abord toi, hein? Oh, tu l'aimes ton papou? Oui. Embrasse-le. Bon, et comment vous allez tous les deux? Où en est votre santé? On va bien. Voilà. On est venu justement pour montrer qu'on allait très bien. Ouais. Voilà. Donc là, vous êtes en rémission totale? Totale. Oui. Vous faites des examens? Oui. Régulièrement? Oui, on a quand même une petite épée de Damoclès régulièrement au-dessus de la tête, puisque par alternance, ma fille subit un scanner tous les 6 mois. Et moi, par chance, maintenant, il y a un étalement, c'est tous les ans. Bon. Mais avant les résultats, il y a toujours le doute. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, donc, à chaque fois, ça fait qu'on en profite de plus en plus, quoi. Il n'y a plus de traitement, rien du tout? Plus de traitement. Bon. On profite de la vie. On profite. Vous aviez un petit message à transmettre à votre papa, je crois? Oui. Moi, c'est vrai que je t'ai dit sur le plateau il y a 2 ans que je t'aimais très fort. Et j'aimerais rajouter qu'aujourd'hui, non seulement je t'aime très fort, mais que je suis très fière. Voilà. Et que je suis très fière des liens qu'on a, qu'à travers notre complicité, ça rayonne dans toute la famille. Et que, voilà, on est tous ensemble très forts. Ouais. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on fera toujours face. Ouais. C'est bien. Et moi aussi, je voulais parler de mon épouse aussi, qui à un certain moment a été obligée de subir un petit peu, puisque c'est elle qui s'est occupée de nous au moment où on avait nos problèmes. Donc je vais lui faire partager ces moments-là. Et vous lui dites quoi alors? Je lui dis, moi, maintenant, je lui dis que je l'aime, et puis pourvu que ça dure longtemps. Ouais. Bon. On peut associer mon mari aussi, qui n'est pas là, mais voilà, je voulais lui dire aussi que je l'aimais très fort et que sans lui, on ne serait pas là non plus. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite de vous porter le mieux possible et de vivre encore plein de moments de complicité. Et puis on espère qu'on pourra revenir vous voir dans quelques années pour vous dire que ça va toujours bien. Je vous le souhaite aussi. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire d'Alison et de Maureen. Je vous avais reçu le 10 avril dernier pour une émission pleine de bonne humeur. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel en était le sujet? Triplé, rien ne pourra jamais les séparer. Triplé. Vous n'êtes que 2 pour le moment, mais qu'on se rassure, votre sœur n'est pas bien loin.
Nous voulions d'abord revenir avec vous sur votre participation à l'émission. Ce jour-là, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous étiez sur notre plateau au printemps dernier? C'est surtout arriver à concrétiser le lien indélébile qu'on avait toutes les trois, le lien de triplé, de multiple. Et on a vraiment vu l'image réelle du lien qu'on avait, qu'on pensait, mais qu'on a vraiment découvert avec l'émission. Alors, vous avez fait une surprise, puisque votre sœur vous avait quitté depuis quelque temps. Elle était partie vivre pour rejoindre son copain à quelques centaines de kilomètres de vous. Et elle vous avait fait la surprise de vous rejoindre sur notre plateau. Vous ne l'aviez pas vue depuis combien de mois? 3 mois. 3 mois. Dans quel souvenir en gardez-vous de tout ça? Beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur de la retrouver, Alors, vous nous aviez annoncé que votre sœur allait se marier. Vous étiez un peu déstabilisée, d'ailleurs, à cette idée-là. Est-ce que vous lui avez prêté main forte pour la préparation de cette cérémonie? Oui, moi, j'ai pris une semaine. Je suis allée chez elle pendant une semaine, matin, après-midi, soir. J'ai préparé les dragées. Il y a même des choses que vous avez décidées à sa place? Oui, par exemple, on lui a offert le collier avec Maureen. Après, tout ce qui est emplacement de tout ce qui est serviettes, tout ce qui est la décoration, il y a quelques trucs que j'ai fait. Vous étiez sûre que ça lui plairait? Ah oui, parce que on sait avec Maureen, on sait les goûts qu'elle a et on était persuadés que ça allait lui plaire et ça lui a vraiment plu. Alors, elle nous a invités à venir partager ce beau moment avec elle et avec vous, bien sûr. Et nous avons évidemment accepté son invitation. Alors, après avoir entendu le grand oui qu'elle a dit à Jean-Michel, son fiancé, nous avons pu rencontrer tous ceux qui comptent pour vous trois. Regardez. On parle toujours ensemble, on se regarde, on arrive à savoir ce que l'autre pense. En mars dernier, Alison et Maureen étaient venues sur le plateau de Toute une histoire pour évoquer leur relation fusionnelle avec leur troisième sœur triplée. Vous êtes où, vous? Alors, moi, je suis en verte, là, à gauche. Après, il y a Maureen, c'est ça? Tout à fait. Et après, Samantha. Voilà. C'est mignon. Oui. C'est trop mignon. Quelle relation entreteniez-vous, toutes les trois? Étant petite? Fusionnelle, on peut dire. Depuis toute petite, les trois sœurs étaient inséparables. Mais il y a 2 ans, Samantha était partie vivre avec son amoureux à plus de 600 km de ses sœurs. Une séparation difficile à vivre pour chacune d'entre elles. Vous devez toujours avoir l'impression qu'il en manque une. Tout à fait, oui. toujours. Il nous manque un tiers, en fait. Ah ouais, c'est ça. Ça s'appelle nos tiers, on est chacun un tiers et c'est vrai que... Et elle vous manque... Beaucoup. Beaucoup? Oh là, c'est constant. Ouais. Au grand regret de ses sœurs, Samantha, la troisième triplet, n'avait pas pu être présente sur le plateau. Eh bien, c'est sans compter le pouvoir de conviction de l'équipe de Toute une histoire, puisqu'elle est là avec nous aujourd'hui. Samantha. Et à la fin de l'émission, Samantha nous annonçait qu'elle allait bientôt vivre le plus beau jour de sa vie. Là, il y en a une des trois qui se marie bientôt. Oui. Vous? Oui, c'est moi. Alors, vous êtes en plein préparatif? Oui, et d'ailleurs, elle m'aide bien, c'est mes témoins. Cinq mois après l'émission, nous retrouvons Samantha chez elle, en Bourgogne, quelques jours avant son mariage. Je suis vraiment contente d'avoir participé à cette émission. C'est quelque chose qu'on se rappellera toute notre vie. Cette surprise, c'était pour leur dire que je les aimais, que j'étais prête à tout pour les voir. D'être sœur, c'est pas que être sœur, en fait, c'est être triplé. C'est un lien encore plus fusionnel, encore plus intense. On se comprend en se regardant, avec un sourire, avec un regard. Pour suivre son futur mari, Samantha a quitté Montpellier, où elle habitait avec ses 2 sœurs, pour s'installer en Bourgogne. Et les triplés ne se voient plus que quelques fois par an. C'est très dur de vivre loin d'elle. Toutes ces petites choses simples du quotidien, le shopping, etc., ça, je peux pas le partager avec elle.
la préparation de mon mariage. C'est vrai qu'Alison s'est beaucoup investie avec moi dans cette préparation, mais j'aurais aimé aussi qu'elle soit là tout le temps, quoi. Le fait de me marier, c'est difficile à réaliser. C'est quelque chose que je rêve depuis toujours. Mais le fait que ça arrive bientôt, c'est concret. Mais je sais qu'avec mes sœurs pour m'entourer et mon compagnon qui m'aide beaucoup aussi, ce sera un jour exceptionnel et ce sera, j'espère, comme dans mes rêves. Alison, l'une des 2 sœurs de Samantha, ainsi qu'Emmanuelle, sa mère, était elle aussi venue sur le plateau pour parler du lien fusionnel qui les unit. Quand je me suis vue à la télé, disons que ça a concrétisé le lien invisible, en fait. Disons qu'on a un lien toutes les 3, on parle en même temps, mais on s'en rend pas compte. Alors que là, se voir comme un miroir, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a vraiment rapproché, quoi. Là, je me suis dit, oui, c'est mes sœurs, on a un lien, on a un vrai lien, et ça me donne encore plus envie de le cultiver encore plus. Je pense pas que le mariage va changer grand-chose. Parce que de toute façon, ça fait déjà un peu plus de 2 ans qu'elle vit en couple avec Jean-Michel. Par contre, c'est vrai que le statut change, donc du coup, ça leur fait drôle. Et voilà, c'est bientôt presque comme si elles avaient une grande sœur par rapport dans le trio, puisque du coup, elle prend un peu d'avance, on va dire. Je vais vivre son mariage un peu, oui, comme c'était le mien, parce que c'est la première qui se marie. Donc forcément, on prend exemple sur elle, la voir en robe de mariée, c'est un peu me voir aussi en miroir, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu cette idée. Ma sœur se marie, donc c'est quelque chose de très important et en même temps de très nouveau. Donc du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Le fait qu'elle change de nom, ça change quand même beaucoup de choses. Je pense que le jour du mariage, il va y avoir pas mal de larmes. Donc elles savent que c'est le rêve de leur sœur, donc elles vont être... voilà, et en même temps, je pense qu'elles vont ressentir des choses. Enfin, ça va être... il va y avoir vraiment beaucoup d'émotions. Vraiment. À la veille du mariage de Samantha, c'est l'effervescence. Pour Alison et Maureen, l'heure est aux préparatifs. Faut que ce soit bien égal. Vas-y, et après je te fais le nœud. Et elles ont pris les choses en main comme si c'était leur propre mariage. Heureusement que vous êtes là parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Allez, ça c'est bon. Je te laisse faire, je te fais confiance. Donne-moi encore un bleu. Ah là, vous avez assuré les sisters. Bleu, Sarah gris. Et attends, regarde. Elle a supervise tout, mes sœurs. Elles m'aident vraiment à tout préparer. C'est elle qui me donne beaucoup d'idées. Il n'y a que mes sœurs pour faire ça parfaitement comme je veux, en fait. Le lendemain, quelques heures avant le début de la cérémonie, Samantha, Alison et Maureen ont choisi de se préparer ensemble. La future mariée et ses témoins sont comme d'habitude sur la même longueur d'onde. Les filles, vous me dites là comment on est. La princesse. Comme ça, c'est bien, ouais. Allez, soyons fous. Ouais, faut pas trop. Si elles me disent que c'est bien, c'est bien. Magnifique, c'est magnifique. Trop belle. Ça te va super bien, toi, cette fille. C'est splendide. C'est une vie de femme là, qui commence pour toi, c'est magnifique, hein, franchement. Femme mariée. Madame, mademoiselle, mais madame. ça ne changera rien entre nous. Lorsqu'enfin Samantha remonte la nef, Alison et Maureen ne peuvent contenir leur émotion. Assises au premier rang, elles vivent intensément chaque minute de la cérémonie. Samantha, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Jean-Michel, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. C'est beaucoup d'émotions, parce que je le vivais aussi à travers elle. Du coup, c'est ma sœur, elle se marie, c'est fabuleux. Allez, messieurs, dames, à 3, on dit tous vive les mariés. 1,
2, 3. Alors, Samantha est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous sentez-vous depuis que vous vous êtes engagée pour la vie avec Jean-Michel? Bah, très bien, plus que bien même. Maintenant que je suis mariée, je suis vraiment une femme mariée épanouie. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ces images? Vous les avez regardées avec plaisir et gourmandise? Ah oui, de me remémorer ce jour, c'est toujours plein de bonheur avec mon mari, entouré de mes sœurs, de mes proches. Ça a été vraiment une journée merveilleuse. Alison et Maureen, de quelle manière vous avez vécu ce moment où votre sœur a pris son envol vers sa nouvelle vie? Bah, un peu déjà bizarrement, parce que c'est le lien, voilà, il y a le lien de sœur et maintenant il y a le lien de mariée aussi. Ouais. Donc c'est différent et après, voilà, avec beaucoup de bonheur. Ouais. Voilà, un peu par procuration aussi, parce que bon, on le vit un peu. Nous, on connaît ses émotions, donc on le vit aussi un peu à travers elle, parce qu'on arrive à ressentir un peu. Ce mariage vous a-t-il donné des idées à vous aussi? Ah bah bien sûr. Ah bon, vous avez des fiancés vous aussi? Oui. Chacune? Oui. Et donc, c'est prévu? Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Bon, bah écoutez, dès que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, on vous accueille. Avec grand plaisir. En attendant, on va vous faire signer ce grand livre de l'histoire continue. On va commencer avec Marilyn. Voilà, Marilyn, hop, le stylo. Voilà, et pendant que vous signez ce grand livre de la grande famille de toute une histoire et de l'histoire continue, eh bien, je remercie tous ceux qui nous renouvellent leur confiance en étant là tous les jours devant leur poste de télévision. On se retrouve très vite pour d'autres histoires. Bon après-midi sur France 2. Merci. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir